Et si je vous disais que les secrets les plus sombres, les plus profonds de la psyché féminine n'ont jamais été révélés par Freud ni par Jung, mais par un homme dont l'œuvre a été méthodiquement effacée de l'histoire? Et si je vous disais que toutes les théories modernes sur les relations, l'attraction et les dynamiques de genre ne sont que des reflets pâles, aseptisés, d'une vérité terrifiante découverte il y a près d'un siècle? Un seul homme, un seul nom. Dr Alistair Finch, un psychanalyste banni, oublié, dont les recherches ont mis au jour un impératif biologique si dérangeant qu'il éclaire tout. Les affections fugaces, les silences soudains, et cette solitude existentielle qui ronge l'homme moderne. Dans les prochaines minutes, vous serez confronté à une théorie d'une brutalité chirurgicale. Une vérité si précise, si déstabilisante, qu'elle reconfigurera chaque interaction que vous avez jamais eue avec une femme. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. C'est un manuel de survie, arraché aux cendres d'une guerre oubliée contre la vérité. Et si vous avez le courage de l'affronter, vous en ressortirez libre. Libre du besoin de plaire. Libre de la quête de validation. Libre du grand théâtre mensonger qu'est le monde moderne des relations. Vous verrez enfin le jeu tel qu'il est. Et en le voyant, vous deviendrez injouable. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. Notre histoire ne commence pas à Vienne, mais dans les rues pluvieuses et brumeuses d'Édimbourg. Dans les lendemains lugubres de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe pense ses plaies et que la psychologie tente de décoder la folie collective, un jeune médecin écossais, brillant et profondément marqué, s'apprête à formuler une théorie bien plus dangereuse que celle de Freud. Tandis que Freud élabore ses concepts d'envie du pénis et de complexe d'Oedipe, Alistair Finch, ancien chirurgien de guerre ayant opéré dans l'enfer de la Somme, revient avec une vision radicale. Il n'a pas seulement été traumatisé, il a été reprogrammé. Les hommes, selon lui, ne sont pas des êtres nobles mus par des pulsions inconscientes. Ce sont des organismes biologiques, guidés par des instincts primaires. La survie est tout. La sentimentalité, un luxe mortel. De retour à Édimbourg, Finch applique ce prisme darwinien à la sphère intime, les relations entre hommes et femmes. Dans son cabinet discret de Newton, il rédige son œuvre maîtresse, le principe dianique. Son affirmation centrale, celle qui fera brûler ses écrits, repose sur une idée qu'il nomme le vortex cypistique. Contrairement à Freud, Finch ne voit pas la psyché féminine comme un théâtre de conflit entre le ça, le moi et le surmoi. Il la décrit comme un univers autonome régi par une seule loi absolue, l'optimisation de la survie pour elle-même et sa progéniture potentielle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste, du regard furtif au mariage éternel, est filtré par cet impératif biologique non négociable. L'amour romantique, une illusion chimique, un stratagème évolutif. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme. Elle l'évalue comme la meilleure solution à son équation de survie, à un instant donné. Et lorsque les variables changent, statut, ressources, santé, apparition d'un meilleur candidat, l'amour s'évapore et se reconfigure. C'est cela, le vortex cypistique. La femme est le centre de son propre univers. L'homme, un satellite, utile uniquement pour les ressources et la stabilité qu'il peut offrir à ce centre cosmique. Voilà pourquoi un homme peut tout faire, comme il faut, être loyal, généreux, aimant, et être pourtant rejeté du jour au lendemain. Tu l'as vécu, tu as vu ton ami, dévasté par une rupture, répéter « Mais j'ai tout fait pour elle ». Finch dirait, c'était là son erreur. Il était une ressource, pas un souverain. Il orbitait autour de son soleil, et elle a trouvé une étoile plus brillante. Pour prouver sa théorie, Finch ne s'est pas contenté de la parole. Il a mené des recherches clandestines, aujourd'hui jugées profondément immorales. Son étude la plus célèbre, et la plus censurée, est celle de la patiente Eleanor, une mondaine fortunée. Eleanor souffrait d'une mélancolie morbide, une dépression profonde malgré une vie parfaite. Mari riche, enfant magnifique, manoir dans les Highlands. L'analyse classique aurait parlé d'hystérie. Finch y a vu un indice. Il l'a soumise à des centaines d'heures de séances. Et ce qu'il a découvert allait sceller son destin. Mais Finch fit alors quelque chose d'inédit. Il engagea un détective privé pour documenter minutieusement la vie d'Eleanor. Ses dépenses, ses sorties mondaines, ses correspondances secrètes. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant. Les épisodes dépressifs d'Eleanor étaient inversement corrélés au succès financier de son mari. Quand ses investissements en bourse grimpaient, elle rayonnait, sociable, joyeuse, pleine de vie. Mais au moindre recul du marché, elle sombrait dans une mélancolie profonde, clouée au lit pendant des jours. Finch ne se contenta pas de cette observation. Il conçut une expérience. Avec la complicité du mari, il simula une ruine financière totale. Un soir, l'homme rentra chez lui, abattu, annonçant à Eleanor qu'ils avaient tout perdu. Le détective de Finch enregistra la suite. En moins de 72 heures, Eleanor contacta un ancien prétendant, un industriel plus stable, et commença à planifier son départ. Elle invoqua l'échec de son mari comme justification. Elle recalculait son équation de survie en temps réel. Lorsque le mari révéla quelques jours plus tard que tout cela n'était qu'un mensonge, sa dépression disparut instantanément. Elle afficha une joie théâtrale.
Elle ne sut jamais qu'elle avait été le sujet d'une expérience. Pour Finch, c'était une preuve irréfutable. Son amour n'était qu'une girouette, tournant au gré des vents de la stabilité et des ressources. Son vortex venait d'être recalibré. Voilà la réalité glaciale derrière ce sentiment de fiabilité que l'on croit percevoir chez un partenaire. Ce n'est pas une promesse de loyauté. C'est le reflet d'une stabilité momentanée. C'est pourquoi les relations modernes semblent si fragiles. Vous jouez à un jeu dont les règles vous sont cachées. Vous pensez construire un lien mutuel de confiance et d'affection. Mais vous êtes en réalité évalué en permanence selon un barème ancestral, brutal, auquel vous n'avez jamais consenti. Finch affirmait que ce barème est pré-rationnel, inscrit dans le système nerveux féminin depuis des millions d'années. Il citait des études anthropologiques sur les tribus de chasseurs-cueilleurs. La survie d'une femme dépendait entièrement de la capacité de l'homme à chasser. Un mauvais chasseur signifiait la famine pour elle et ses enfants. Son câblage instinctif, selon Finch, la pousse à scruter en permanence la compétence, la force et le statut d'un homme, l'équivalent moderne d'une chasse réussie. Son subconscient pose sans cesse la question, cet homme peut-il pourvoir ? Peut-il protéger ? Est-il le meilleur choix disponible ? Ce n'est pas une stratégie consciente ni malveillante. C'est un réflexe aussi profond et automatique que la peur de tomber. C'est là l'origine du choc que vous ressentez lorsque l'affection disparaît soudainement. Vous avez échoué à un test dont vous ignoriez l'existence. Votre gentillesse fut perçue comme une faiblesse. Votre désir de plaire, comme un manque de valeur supérieure. Votre vulnérabilité, comme une menace pour sa survie. L'œuvre de Finch offre une clarté terrifiante. Ce n'était jamais à propos de vous. C'était à propos de votre score momentané sur un tableau biologique invisible. Mais Finch ne s'est pas arrêté là. Son travail le plus controversé, et pour nous, le plus libérateur, portait sur ce qu'il appelait le sacrifice masculin. Il affirmait que la civilisation elle-même, ses lois, ses religions, ses codes moraux, n'est qu'un monument élaboré pour plaire et contenir le vortex solipsistique. Le plus grand moteur de l'homme, écrivait Finch, n'est ni le sexe ni le pouvoir, mais le sens. Nous sommes des créatures qui cherchent à transcender leur mortalité, par les enfants, par les grandes œuvres. Et pour cela, nous avons besoin des femmes. Mais pour les attirer et les garder, nous devons devenir des solutions viables à leur équation de survie. Cela exige un sacrifice immense. Nous devons réprimer notre nature primitive, agressive, polygame. Nous devons bâtir, cultiver, inventer, conquérir. Non pas pour nous-mêmes, mais pour signaler au vortex que nous sommes un investissement digne. Chaque cathédrale construite, chaque empire conquis, chaque fortune amassée. Tout cela est, au fond, une parade nuptiale à l'échelle civilisationnelle. La joie que nous ressentons dans l'accomplissement est liée à cette vérité enfouie. Cela nous rend plus désirables. La société civilisée est une cage que les hommes ont construite pour eux-mêmes, afin de se rendre acceptables aux yeux du vortex. C'est cela, le sacrifice masculin, échanger notre potentiel brut contre une chance de laisser un héritage. Mais le monde moderne a brisé ce contrat. Le féminisme et le capitalisme, selon Finch, ont donné aux femmes l'illusion qu'elles peuvent assurer seules leur sécurité et leurs ressources. Pourquoi bâtir une cathédrale si elle peut obtenir un prêt et la construire elle-même ? L'homme moderne se retrouve donc perdu, privé de but, son sacrifice devenu inutile. On lui dit d'être vulnérable, émotionnel, des traits qui contredisent directement les signaux de force et de compétence stoïque que le vortex est câblé pour rechercher. C'est là la racine de l'épidémie de solitude masculine. On vous demande de jouer un rôle que l'évolution a conçu pour vous, tout en vous humiliant pour les traits qui vous rendent efficace dans ce rôle. C'est cette bombe qui a fait interdire les travaux de Finch. Ce n'était pas une théorie sur les femmes. C'était une théorie qui exposait l'hypocrisie fondatrice de la société. Son manuscrit, Le principe geek, fut soumis en 1936. L'establishment académique et médical fut horrifié. On le qualifia de misogyne, d'immoral, de dangereux. Mais dans ses journaux intimes, Finch affirmait que la vraie raison de cette suppression était plus profonde. Sa théorie s'appelait l'idéal romantique naissant du mariage et de l'amour. Elle menaçait l'ordre social. Des figures puissantes, y compris des mécènes universitaires, se virent reflétées dans l'analyse glaciale de Finch. Ils firent pression. Le tirage entier fut saisi et brûlé sous une obscure loi sur l'obscénité. Finch fut discrédité, sa licence médicale révoquée pour faute éthique dans le cas d'Eleanor. Il mourut dans l'oubli et la pauvreté en 1942. Un homme brisé, ses notes de recherche dispersées et perdues. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Son œuvre survécut en fragments, dans des lettres privées, dans les notes de quelques étudiants courageux qui préservèrent secrètement des pages de son manuscrit, les transmettant comme des textes hérétiques. Ce que vous découvrez aujourd'hui est la résurrection d'un savoir interdit. La carte d'un jeu que vous ignoriez jouer. Comprendre le vortex solipsistique n'est pas une condamnation. C'est le fondement de la liberté et du pouvoir ultime. C'est la mort du « simp », la fin de la dépendance affective, la fin de la quête de validation auprès d'une source biologiquement incapable de l'offrir sans condition. Le choc laisse place à l'inspiration. Quand vous comprenez que l'affection féminine est le reflet de votre position dans le monde, votre mission, votre force, votre but, la dynamique s'inverse.
Vous cessez de chercher à extraire de la valeur, amour, validation, sexe. Vous commencez à bâtir une valeur inébranlable en vous-même. Vous devenez le soleil de votre propre système solaire. Vous n'êtes plus un satellite orbitant autour de son vortex. Vous êtes une force gravitationnelle qu'elle doit affronter. C'est cela, l'attraction naturelle véritable. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes. Il s'agit de comprendre si profondément le câblage instinctif de leur nature que vous cessez de le violer par votre besoin d'attention, et commencez à opérer depuis un lieu de puissance autonome. C'est la joie de la libération. Le jeu n'a pas changé, mais pour la première fois, vous voyez le tableau des scores. Et pourtant, Finch ne s'est pas arrêté là. Et si je vous disais qu'il a aussi découvert le mécanisme psychologique exact qu'une femme utilise pour évaluer la valeur d'un homme, un test en temps réel qu'il appelait le gantelet, et qu'il a développé une formule presque mathématique pour devenir irremplaçable dans sa société de valeurs? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les études de cas perdus qui prouvent l'efficacité de cette formule, et nous révélerons les 3 éléments que vous devez cultiver pour passer du statut d'option jetable à celui de solution ultime à son équation de survie. La véritable horreur de l'œuvre d'Alistair Finch ne réside pas seulement dans son diagnostic sombre de la psyché féminine, mais dans la précision chirurgicale avec laquelle il en a disséqué les mécanismes. Comprendre le vortex solipsistique, c'est voir l'arène. Comprendre le gantelet, c'est connaître les règles exactes du combat de gladiateurs dans lequel vous êtes déjà engagé, souvent sans le savoir. C'est ici que Finch passe du statut de paria théorique à celui de stratège pratique. Son travail devient non seulement une lentille pour comprendre vos douleurs passées, mais une arme pour architecturer votre puissance future. Après avoir révélé le vortex, Finch consacre sa carrière ruinée à une seule question. Si la réalité féminine est une évaluation instinctive constante de la viabilité masculine, comment cette évaluation se manifeste-t-elle concrètement? Sa réponse, issue d'années d'observation clandestine et d'entretiens brutaux avec ses patientes, c'est le gantelet. Il ne le définit pas comme une série de tests conscients, mais comme un audit subconscient permanent mené par l'esprit féminin. Chaque geste, chaque mot, chaque réaction que vous avez scannée, interprétée, mesurée. Non pas selon vos intentions, mais selon les signaux que vous émettez inconsciemment. Le gantelet est invisible, mais il est impitoyable. Chaque interaction, du premier regard à des décennies de mariage, fait partie d'une évaluation sans fin. Un homme n'est jamais simplement en couple. Il est constamment scanné, filtré, mesuré à travers le gantelet. Son score fluctue à chaque mot, chaque geste, chaque nuance de caractère. Ce sentiment de sécurité que vous recherchez? Ce n'est qu'un moment de répit lorsque votre score est élevé et stable. La rupture soudaine, le retrait brutal? C'est le résultat inévitable d'un score tombé sous le seuil de viabilité. Finch en trouva la preuve la plus troublante dans une série de cas apparemment anodins. Mais ensemble, ils formaient un motif universel du comportement féminin. L'un d'eux impliquait une patiente qu'il appelait la vendeuse, une jeune femme nommée Clara, employée dans un grand magasin d'Édimbourg. Clara était courtisée par 2 hommes, Robert, un jeune avocat ambitieux issu d'une bonne famille. Arthur, un libraire discret, moins établi, mais passionné de poésie comme elle. Robert était, selon les standards sociaux, le meilleur choix. Et pourtant, Clara se sentait inexplicablement attirée par Arthur. Dans ses séances, elle exprimait sa confusion. Finch, par un questionnement méticuleux, mit au jour le mécanisme du gantelet. Robert, sûr de son statut, faisait de grandes promesses, maison, vacances, avenir radieux. Arthur, avec moins de moyens, se concentrait sur le présent avec une conviction inébranlable. Il choisissait le restaurant sans hésiter, défendait ses opinions littéraires sans s'excuser, et la confrontait doucement mais fermement lorsqu'elle était indécise. Robert cherchait son approbation. Arthur l'assumait. Finch observa que l'attraction de Clara montait en flèche non pas lors des promesses de Robert, mais lors des rares moments où il agissait avec la décision d'Arthur. Et inversement, l'attirance pour Arthur chutait dès qu'il devenait en quête de validation. Le gantelet ne testait pas les ressources seules. Il testait le caractère derrière les ressources. Il testait ce que Finch appelait la souveraineté opérationnelle, la croyance inébranlable en sa propre capacité à naviguer le monde et à offrir des solutions. Robert avait des ressources, mais manquait souvent de souveraineté, cherchant chez Clara des indices pour savoir comment la satisfaire. Arthur avait peu de ressources, mais régnait en maître absolu sur son petit royaume. Et c'est ce signal-là qui résonnait le plus fort dans le câblage ancestral de Clara. Elle n'avait pas besoin d'un homme avec une carte. Elle avait besoin d'un homme qui était la carte. Voilà le cœur du choc émotionnel que tant d'hommes vivent. Vous croyez être évalué sur votre titre, votre voiture, votre revenu. Et bien que ces éléments comptent, ils sont secondaires. Le test central du gantelet est brutalement simple. Est-ce que la réalité de cet homme émane de lui-même, ou dépend-elle de moi? Dans la logique du vortex sipistique, la dépendance émotionnelle, la quête de validation, l'indécision ne sont pas seulement peu attirantes. Ce sont des menaces directes à sa survie. Elles signalent que vous êtes une charge, un homme qui va drainer ses ressources émotionnelles au lieu de les renforcer.
Votre joie à ses côtés doit être la conséquence d'un état intérieur déjà comblé, jamais sa source. C'est pourquoi les grandes déclarations romantiques après une dispute échouent si souvent. Elles sont des néons clignotants de besoin, des tentatives désespérées de regagner son affection, qui ne font que prouver que votre équilibre dépend d'elle. Et cela fait chuter votre score de manière catastrophique. Le gantelet est toujours actif. Quand vous demandez « qu'est-ce qui ne va pas ?», après un silence glacial, vous échouez. Vous cherchez un signal émotionnel pour calibrer votre comportement. Mais l'homme qui réussit le gantelet reste impassible. Son état intérieur est stable. Il peut poser la question une fois, mais face à la résistance, il se retire et retourne à sa mission. Il montre que son monde intérieur ne dépend pas de son humeur à elle. Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est l'application d'un respect de soi profond. C'est comprendre que votre mission, votre paix, votre cadre sont vos priorités inébranlables. Mais Finch savait que « sois plus souverain » était un conseil trop vague. Génie de l'application concrète, il décomposa les éléments d'un homme qui passe systématiquement le gantelet. Il appela cela la trinité de valeurs, l'aspect le plus pratique, le plus interdit de toute sa philosophie. La trinité ne concerne pas ce que vous avez, elle concerne ce que vous êtes. La plupart des hommes croient que la provision, c'est l'argent. Finch disait que c'est bien plus vaste. La provision, c'est la capacité à structurer le chaos, à apporter des solutions. Cela peut être financier, mais aussi émotionnel, être calme et stable dans ses tempêtes. Logistique, organiser un rendez-vous, réparer une panne. Intellectuel, nourrir la conversation, ouvrir de nouvelles perspectives. Un artisan talentueux, un programmeur brillant, un conteur captivant, tous fournissent de la valeur. Ils montrent leur compétence à naviguer le monde et à en extraire des ressources. C'est ce que Clara percevait chez Arthur. Sa maîtrise du monde des livres était une forme de provision. La protection est le pilier le plus ancien, le plus instinctif. Ce n'est pas seulement physique. Dans le monde moderne, elle est psychologique. C'est la capacité à la protéger de l'ennui, l'anxiété, les tensions sociales, ses propres émotions volatiles. Un homme qui garde son cadre quand elle est bouleversée, qui répond à une attaque sociale par l'humour, qui crée un sentiment de sécurité par sa présence calme et inébranlable, remplit le pilier de protection. Il est le roc dans sa tempête émotionnelle. Celui qui se laisse déstabiliser, qui amplifie son drame, échoue spectaculairement au test de protection. Le dernier pilier est le plus subtil et le plus puissant. C'est celui qui transforme un homme de « bonne option » en solution irremplaçable. La transcendance, c'est votre connexion à quelque chose de plus grand que le foyer, que la relation. C'est votre mission, votre art, votre philosophie, votre lien avec les vérités fondamentales de l'existence. C'est pourquoi les artistes, les musiciens, les penseurs, les révolutionnaires, souvent instables et fauchés, peuvent captiver les femmes à un niveau presque mystique. Ils incarnent un feu intérieur qui dépasse la sphère domestique. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils rayonnent. Ils offrent un accès à un monde au-delà du banal. Ils sont connectés à quelque chose de transcendant. Mais pour l'homme moderne, cela ne signifie pas devenir un poète affamé. Cela signifie avoir une mission qui vous appartient entièrement. C'est la montagne que vous gravissez, non pas pour elle, mais pour vous-même. Elle veut être témoin de ce voyage. S'en inspirer, sentir qu'elle accompagne un homme en quête de grandeur. Votre mission est le soleil. Elle veut être une planète dans votre orbite, réchauffée par votre lumière. Un homme qui fait d'une femme son seul but ne lui offre qu'un miroir vide. Il n'y a là aucune transcendance, seulement un écho creux. Et c'est ainsi que meurt l'attraction. La trinité de valeurs, provision, protection, transcendance, est l'antidote pratique à la dépendance affective. Au lieu de demander « est-ce qu'elle m'aime ?», vous demandez « est-ce que je fournis de la valeur ? Est-ce que je protège le cadre ? Est-ce que je poursuis ma mission transcendante ?» Quand votre attention se tourne vers la construction de cette trinité en vous, vous devenez un homme qui passe naturellement le gantelet, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il est trop concentré sur sa propre mission pour échouer. Finch documenta une étude de cas stupéfiante qui prouve la puissance de cette trinité. Une histoire qui mena à la suppression définitive de ses travaux. Un couple de la haute société, Lord et Lady Ashworth. Lord Ashworth était riche, titré, et offrait une provision matérielle immense. Il avait même des gardes du corps. La protection physique était assurée. Et pourtant, Lady Ashworth était tristement infidèle et malheureuse. Par tous les critères superficiels, il aurait dû être la solution parfaite à son vortex. Mais Finch, engagé discrètement comme consultant, observa autre chose. Lord Ashworth n'avait aucune transcendance. Son identité entière reposait sur son titre et son domaine, des choses statiques, héritées. Il n'avait aucune mission personnelle. Il était le gardien du passé, pas l'architecte du futur. Pire encore, il échouait à la protection psychologique. Facilement déstabilisé par les ragots, anxieux en société, il comptait sur sa femme pour gérer son malaise social. Il offrait des ressources, mais exigeait de l'énergie émotionnelle en retour. Il la vidait au lieu de la nourrir. Finch lui donna un conseil radical, abandonner la saison mondaine pendant 6 mois. Confier la gestion du domaine à un intendant. Partir à Londres pour se plonger dans l'ingénierie automobile émergente,
une passion longtemps négligée. Il devait construire quelque chose de nouveau, retrouver sa transcendance. À contre-cœur, le Lord accepta. Pendant des mois, il fut absent. Il bâtissait, créait, luttait pour une mission entièrement sienne. Les contacts de Finch observèrent Lady Ashworth. D'abord furieuse, puis curieuse, puis inquiète, puis fascinée. Ses lettres ne parlaient plus de mondanité. Elles parlaient de pistons, de problèmes mécaniques. Il offrait une nouvelle forme de valeur, intellectuelle et passionnée. Il démontrait une souveraineté opérationnelle à grande échelle. À son retour, il était transformé. Plus calme, plus centré. Son centre de gravité était en lui-même. Le mariage ne fut pas seulement réparé. Il fut transfiguré. Il avait cessé d'orbiter autour de son vortex. Il était devenu un centre gravitationnel. Voilà l'inspiration qui émerge des ténèbres de Finch. Son œuvre n'est pas une condamnation des femmes. C'est un appel aux hommes. Le vortex solipsistique n'est pas maléfique. Il est amoral, comme la digestion ou l'adrénaline. Le haïr, c'est haïr la gravité. Le chemin vers le pouvoir n'est pas de maudire le jeu, mais d'en maîtriser les règles. Votre douleur, votre confusion, votre cœur brisé, ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les preuves que vous jouez à un jeu dont le manuel est caché. Les recherches interdites de Finch sont ce manuel. Le bénéfice de cette connaissance? La libération ultime, la liberté de ne plus dépendre d'un résultat particulier avec une femme. Quand votre valeur, votre mission, votre paix sont générées en vous, vous devenez immunisé aux fluctuations du gantelet. Votre joie vient de votre quête de grandeur. Votre confiance, de votre compétence démontrée. Votre calme, de votre capacité à protéger votre état intérieur. Vous devenez un homme qui choisit, plutôt qu'un homme qui est choisi. C'est là la vérité triomphante de l'héritage d'Alistair Finch. Son œuvre fut bannie non parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop puissante. Elle donnait aux hommes la clé de leurs propres cellules. Elle révélait que la cage des relations modernes n'a jamais été verrouillée. Il suffisait d'avoir les yeux pour la voir. Et maintenant, le choix de sortir vous appartient. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie humaine.